surtout s'attacher aux énergies alternatives et qu'est-ce qui se développe, quelles sont les innovations en la matière pour des solutions de transport durable. Parce que notre sujet, bien évidemment, c'est comment améliorer la compétitivité environnementale de vos modes de transport. Bienvenue à Cécile Rousseau, adjointe au chef de service développement de la voie d'eau aux voies navigables de France. Bonjour. Vous travaillez avec Norlink, qui nous invite aujourd'hui, organisateur de ces révolutions portuaires. Et vous nous expliquerez, on fera un tour d'horizon avec vous du champ des possibles et des souhaitables en matière de transport durable. Bienvenue à Thomas Gobi de l'association française Hydrogène et piles à combustible à l'hydrogène. Réalité ? Oui, déjà, et ça ne va faire que s'amplifier. Donc, bon. Et réalité aussi dans votre secteur, avec des retours d'expérience intéressants que vous entendrez. Et puis on parlera avec Antoine Gabé, business analyst chez GRDF, du biométhane. En particulier, avec aussi un retour d'expérience intéressant qui se mène et qui demande qu'à être amplifié, bien évidemment. Notre grand témoin, Lamia Kerdouj, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes là ? Oui, vous êtes toujours là. Ça va ? Absolument. Merci. Oui, très bien. Merci de vous mobiliser sur cette journée. En introduction avec vous, donc nos deux sujets, on va commencer par celui de l'hydrogène. Qu'est-ce qui se passe ? Comment voyez-vous les choses en zone portuaire ? Est-ce que, je posais la question à l'instant, est-ce que c'est déjà une réalité, oui ou non ? Alors, je vais sans doute commencer par dire que nous allons connaître effectivement une très grande mutation et que ce que je disais en propos liminaire pendant la session précédente, c'est que je crois que les chaînes logistiques vont être profondément modifiées du fait que la recherche maintenant ne sera pas uniquement une recherche de prix, mais aussi effectivement de transport écologique et que les donneurs d'ordre, que sont les chargeurs, mais aussi les consommateurs, parce que le comportement des consommateurs est en train de changer aussi de manière assez importante, va donc conditionner les choix futurs. Alors pour répondre à hydrogène, nous en tant que FEPOR, bien sûr que nous soutenons le Green Deal, bien sûr que nous suivons de près ce qu'est en train de faire Hydrogen Europe, qui est le lobby effectivement européen qui travaille avec le commissaire Timmermans qui est en charge du climat et du Green Deal. Ouais. Et bien sûr que nous pensons que c'est une alternative. Toutefois, je crois que la question qui se pose aujourd'hui, ça n'est pas est-ce que l'hydrogène est possible ou pas. Je crois que c'est une alternative réelle. Maintenant, se pose la question de la disponibilité de ces alternatives de manière suffisamment importante pour répondre aux besoins. Et c'est là que nous disons hydrogène oui et 2 fois oui, parce que c'est c'est sans doute l'alternative la plus propre et qui répond donc à l'objectif zéro carbone. Par contre, nous allons passer par une période transitoire et pendant cette période transitoire vont coexister d'autres alternatives qui sont encore issues d'énergies fossiles. On pense notamment au GNL, mais c'est vrai qu'il y aura besoin de cette énergie mixte dont on parle. Et donc, il y aura plusieurs solutions qui vont coexister pour une raison très simple, c'est que la recherche et l'innovation en matière de fuel alternatif n'a pas été importante en Europe. Il faut le reconnaître, nous sommes en retard. Et il n'y a pas eu d'argent investi dans la recherche, ni dans l'innovation, et c'est très dommage. Et c'est pour ça que nous, en tant que FEPOR, nous soutenons beaucoup ce qu'on appelle la plateforme Waterborne, donc pour la voie d'eau, mais aussi, quand je dis voie d'eau, c'est aussi bien les voies navigables, enfin, le fluvial, mais aussi le maritime et le portuaire, la chaîne logistique maritime dans son ensemble. Nous sommes en train d'œuvrer et de faire un lobbying très important pour avoir les fonds
pour faire cette recherche pour toutes les énergies renouvelables. D'accord. Donc l'hydrogène en fait partie. Vive le mix énergétique, mais il y a un gros boulot sur la R&D et l'innovation, la recherche bien évidemment. Rapidement, vous avez évoqué le Green Deal, hein, je rappelle, 1000 milliards sur 10 ans, 100 milliards par an mis sur la table par l'Europe. Quelle part là pour nous ? Alors, c'est la grande question. Vous évoquiez les débats en France, et moi je les suis aussi par le biais de mes membres que sont l'UNIM, mais aussi par les opérateurs que nous avons en membre direct. Nous n'avons pas encore d'idée précise sur ce qui sera attribué aux maritimes. J'ai eu moi-même la chance de discuter avec le membre du cabinet de Frans Timmermans il y a la semaine dernière pendant 1 heure pour essayer de savoir qu'est-ce qui va être dégagé pour le secteur maritime et notamment pour les ports, puisque les ports vont être un pôle d'approvisionnement en termes de fuel alternatifs. Et donc, qu'est-ce qui sera disponible pour les infrastructures, puisqu'il va falloir installer effectivement, que ce soit l'électricité, que ce soit l'hydrogène ou que ce soit le GNL, il nous faut avoir des moyens de pouvoir effectivement proposer quelque chose. Avec cependant, alors la question qui m'a été posée pour justement quantifier le besoin, c'est du côté des utilisateurs, donc du côté des navires, avons-nous déjà une idée claire de ce que souhaitent les armateurs en termes d'alternatives? Parce que comme vous le savez, il ne sera pas toujours possible de faire ce qu'on appelle du rétrofitting, c'est-à-dire qu'il ne sera pas possible de modifier techniquement les navires afin qu'ils puissent passer par exemple du fuel lourd, du MDO, à un autre type de fuel, par exemple du GNL. Il faut en construire sans doute des nouveaux, comme a fait CMA CGM avec les navires GNL. Mais cela donc implique de connaître la demande, et parce que les ports ne peuvent pas raisonnablement investir partout avec des énergies renouvelables si les navires, eux, ne sont pas prêts à les utiliser. C'est ça. Donc on est dans une phase d'identification du besoin, et à nouveau, de façon à proposer les différentes combinaisons. Et puis une chose qui va être aussi certaine, c'est que tous les ports ne vont pas se mettre à investir à la fois dans l'hydrogène, l'électricité et le GNL. On est en train de réfléchir en cluster, c'est-à-dire à sectoriser ou à régionaliser l'offre de manière à pouvoir l'optimiser. Et oui, on sait que toutes les boucles d'économie circulaire, c'est localement que ça s'organise avec l'ensemble des acteurs engagés. Donc, Madame, Messieurs, il va falloir faire preuve de persuasion au vu de l'intérêt actuel mesuré par le baromètre du développement durable par la communauté des chargeurs. Mais la meilleure réponse, c'est d'apporter du concret. Alors, on va commencer avec l'hydrogène, fameux hydrogène. On enchaînera avec votre expérience très précise là, que vous menez actuellement, et après on prendra un peu du champ avec la feuille de route en quelque sorte, avec vous, Madame Rousseau. Donc Thomas Gobi, l'hydrogène vecteur des possibles, donc c'est possible déjà. Oui, c'est possible, c'est déjà une réalité. Oui, c'est déjà une réalité. Dans plusieurs Vous secteurs. Pouvez qualifier. Effectivement, on voit le transport terrestre. Le transport terrestre, tout à fait. On a déjà une vingtaine de bus qui roulent en France à l'hydrogène, dont certains pas très loin d'ici, du côté de Lens, par exemple. On a la flotte de taxis Hype sur Paris. C'est une centaine de taxis aujourd'hui qui roulent. On a les premiers poids lourds hydrogène qui sont arrivés en Suisse, livrés par Hyundai. Voilà, donc on voit vraiment la gamme d'usages qui se développe de manière assez conséquente. Bien sûr, il y a aussi du fluvial, je pense notamment au projet du côté de Lyon, dans le Rhône, avec pas mal d'initiatives qui sont portées de ce côté-là. Du côté du maritime, on venait d'en parler aussi, où l'hydrogène est vraiment regardé comme une alternative zéro émission, que ce soit à la fois, et puis la combustible, qu'on retrouve dans des voitures terrestres, véhicules terrestres aujourd'hui, mais aussi sous forme, par exemple, d'ammoniac. C'est des choses qui sont regardées pour décarboner effectivement le secteur maritime. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée que l'hydrogène est un vecteur à la croisée des chemins, un petit peu. On peut le produire de pas mal de façons différentes et on a pas mal de voies de valorisation différentes. Alors, Lamia Kerdouj a bien posé le problème. Ce truc-là, ça peut marcher si on est capable de mettre en place des écosystèmes portuaires puissants.
Comment vous voyez les choses? Tout à fait. Alors c'est vraiment ce qu'on défend. Alors côté filière hydrogène, il y a effectivement encore un effort de R&D à faire, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, il y a encore tout n'est pas réglé, mais Work in progress. voilà. Mais le principal point sur lequel on veut insister aujourd'hui, c'est que il nous faut massifier, il nous faut industrialiser la filière. Et pour ça, effectivement, l'hydrogène, donc c'est un vecteur, donc il faut le produire, le conditionner, le distribuer pour des usages. Donc il nous faut effectivement des écosystèmes complets, multi-usages, de grande taille. Aussi, ça c'est essentiel pour avoir notamment un prix d'hydrogène décarboné à un coût compétitif. Et pour ça, en fait, les zones portuaires cochent toutes les cases. Parce qu'on y trouve de l'industrie. Aujourd'hui, la filière hydrogène, c'est quand même 900 000 tonnes qui sont consommées chaque année en France. Donc c'est une réalité industrielle. Et principalement dans les zones portuaires, du côté du Havre, de Fos, de Nantes, etc. On trouve tous les usages mobilité, donc ça, ce qu'on connaît habituellement effectivement, et aussi des usages énergétiques. Donc voilà, on peut avoir cette production massive d'hydrogène qui peut alimenter pas mal d'usages. Mais pour l'électricité et le gaz, il y a des réseaux. Là, tout est à faire. Tout est à faire. Est-ce qu'on a les moyens de tout faire rapidement? Enfin, c'est quoi la feuille de route? La feuille de route, alors ça va être un déploiement sur 10 ans. On a une stratégie là, qui a été présentée le 8 septembre dernier, qui couvre 2020-2030, avec un horizon de 2030 de produire 700 000 tonnes d'hydrogène, de déployer plusieurs milliers de véhicules et de répondre aux besoins de décarbonation de l'industrie. Voilà, ça c'est le premier marché visé. Donc on ne dit pas qu'on va faire tout de suite avec de l'hydrogène. C'est une trajectoire qu'il nous faut construire, qu'il nous faut définir, et c'est ce qu'on s'attache à faire. Donc voilà, ça va véritablement monter en puissance. Il y a 7 milliards qui ont été mis sur la table par le gouvernement en septembre. Là, on a les régions qui investissent, etc. D'accord. Donc voilà, on construit ça pas à pas, de la production, notamment. Voilà, Pouvez-nous commenter cette carte-là? Oui, tout à fait. Alors, cette carte est très intéressante. En fait, elle montre la dynamique, parce qu'on parle beaucoup de la France, et c'est tout à fait normal, mais elle montre là vraiment la dynamique européenne. Ce qu'on voit là, c'est un projet des opérateurs gaziers, porté par les grands opérateurs gaziers européens, de colonne vertébrale, hydrogène au niveau européen. Donc là, on voit les canalisations de gaz qui seraient soit converties 100% hydrogène, soit qui verraient un mélange gaz naturel hydrogène, soit de nouvelles canalisations. Et on voit vraiment que ça maille tout le territoire européen. Et si on prend l'exemple de la mer du Nord, qui est assez représentatif du changement d'échelle auquel on assiste dans l'hydrogène, on voit bien qu'on a toute la thématique de production toute la thématique de production, notamment côté éolien offshore, où là on produirait en quantité vraiment très très importante pour l'acheminer sur les côtes. Donc, notamment Groningue, Rotterdam, voilà. Et c'est la carte en haut à droite qu'on voit, et qui serait des hubs où on viendrait notamment décarboner des usages industriels. Voilà, très Est-ce que les ports français sont bien avancés dans leur réflexion hydrogène? Alors ça avance, ça progresse. On voit que du côté européen, ces ports sur la façade mer du Nord sont certainement les plus avancés. Mais on voit bien que côté français aussi, il y a vraiment une prise en compte de cette dimension-là. D'accord. On parle beaucoup, par exemple, de décarbonation de la sidérurgie grâce à l'hydrogène, où là, ça serait un changement, encore une fois, d'échelle majeure. Ça serait des centaines de milliers de tonnes d'hydrogène nécessaires, à Dunkerque ou à Fos, par exemple. Donc ça, c'est des très gros projets, plus tout ce qu'on peut connaître à côté. D'accord. Du côté du Havre aussi, de Nantes-Saint-Nazaire, bien sûr. Et aussi des ports peut-être plus spécialisés ou régionaux, en Bretagne, par exemple, ou du côté de Sète, pour la Nouvelle. Voilà. Donc on a vraiment cette montée en puissance avec des projets. Une question du public qu'on va découvrir. 95% de l'hydrogène est aujourd'hui produite à partir de gaz naturel. Est-ce que c'est une énergie verte? Sera-t-elle verte? En tout cas, pas pour les émissions de CO2. Ça, c'est un vrai sujet. La production. Tout à fait, c'est un sujet absolument majeur. Effectivement, aujourd'hui, 95% est d'origine fossile, et quand on produit 1 kg d'hydrogène, c'est à peu près 10-12 kg de CO2 qu'on émet. Donc effectivement, le bilan est globalement mauvais, et même mauvais, on peut le dire. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on assiste à un changement de culture, c'est-à-dire que l'hydrogène était un produit dans la chimie, c'était un produit industriel,
industriel fait pour répondre à des besoins précis. Et aujourd'hui, on bascule vers l'hydrogène vecteur énergétique. Et donc là, la logique est totalement différente puisqu'il s'agit de le produire, l'hydrogène, de manière vertueuse, donc notamment à partir d'énergies renouvelables ou du mix électrique français qui est largement décarboné, pour alimenter tout un tas d'usages. D'accord. Et l'objectif premier, c'est justement de décarboner ces usages industriels-là pour améliorer le bilan environnemental de l'industrie aujourd'hui hydrogène qui existe. D'accord. Alors je vois, mesdames, messieurs, que vous n'avez pas perdu la main puisque vous nous envoyez des questions. Et n'hésitez pas aussi à liker des questions qui vous intéressent. On va dire qu'elles sont fondamentales et on me les présentera en priorité. Donc vous l'avez dit, une stratégie nationale avec une dotation de 7 milliards d'euros. À quoi ça va servir? Sur quelle période? Comment ça marche? Alors effectivement, 7 milliards sur 10 ans, dont 3,4 milliards à la moitié d'ici 2023 dans le plan de relance. Donc là, comme on le voit sur ce graphique, il y a vraiment 3 priorités qui sont clairement identifiées, et donc la première dont je parlais, qui est la décarbonation de l'industrie. Donc ça, c'est quand même préalable indispensable. Exactement. Ça sert à rien. Pour décarboner l'industrie et en fait monter en compétence, en capacité de production d'hydrogène décarboné pour d'autres usages. Et donc là, c'est notamment la filière électrolyse, qui est assez largement portée, aussi bien au niveau français, mais aussi au niveau européen. On a déjà des champions qui émergent, mais il y a aussi d'autres technologies de production d'hydrogène par thermolyse de biomasse. Voilà, on a vraiment tout un panel de solutions. La deuxième priorité sur les mobilités professionnelles d'hydrogène. Donc comme je le disais, on est moins sur du véhicule particulier d'abord que sur du véhicule professionnel, collectivité, entreprise. Et puis enfin, effectivement, le soutien R&D, innovation, formation, emploi, qui est essentiel. D'accord. Voilà, avec une démarche des mécanismes européens, bon, peut-être pas rentrer en détail, les IPCEI, donc qui sont des grands projets européens. L'idée, en un mot, on a vu ça par exemple sur la batterie avec les Gigafactories. Ça s'inscrivait dans ce cadre IPCEI. L'idée, c'est de faire un peu la même chose avec l'hydrogène. Il y en a une qui devrait venir ici dans la région. Voilà. Alors, la FIPAC que vous représentez, l'Association française hydrogène et piles à combustible, vous menez une étude qui a commencé avec le port de Nantes-Saint-Nazaire, parce que là, on est vraiment à la jeunesse, quoi. Il y a déjà des groupes projets opérationnels dans les ports qui bossent là-dessus. Et vous, quel est l'objet de votre étude? Alors, des grands projets, là, on est effectivement au pied de la courbe en J, comme on dit, c'est-à-dire au pied du changement d'échelle. On a des projets qui sont bien réels, mais voilà, ils sont encore des projets de démonstrateurs, des éléments comme ça. Là, c'est vraiment un basculement massif vers l'hydrogène. Nous, l'idée, c'est de construire cette trajectoire sur 10 ans. Voilà, donc c'est vraiment ça, de construire cette trajectoire de massification. Et c'est ce qu'on souhaite réfléchir. L'espace-temps, c'est 10 ans. L'échelle-temps, c'est 10 ans. C'est un premier. Après, voilà, c'est une transition énergétique. Non, mais il faut des stations à hydrogène dans les ports avant 10 ans. Bien sûr, oui, c'est vraiment l'objectif d'avoir des sites de production massifs et des sites de distribution d'hydrogène aussi. Bien sûr. Donc on est tout à fait sur ce plan-là. Et on mène une étude effectivement avec le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire pour déterminer différents scénarios, différentes trajectoires de déploiement de l'hydrogène dans les zones portuaires. L'idée, nous aussi, côté AFIPAC, côté filière hydrogène française, c'est que ça serve aussi à d'autres ports. C'est de pouvoir accélérer le mouvement. Voilà, c'est la réplicabilité, c'est vraiment le mot-clé. Et donc, si vraiment il y a des ports qui sont intéressés pour participer à ces travaux, qui n'hésitent pas à nous contacter, et voilà, on pourra en discuter avec plaisir. Voilà. Mais nous, ce qu'on souhaite faire, voilà, c'est vraiment accompagner cette trajectoire, parce que vraisemblablement que les ports seront les premiers écosystèmes hydrogène d'envergure avec certaines plateformes logistiques, certains grands aéroports aussi. Mais voilà, parce qu'on a une telle concentration d'usage et une telle capacité de production que il nous semble que les ports ont un rôle décisif à jouer dans le déploiement de la filière hydrogène. Le message est très clair. Donc, mesdames, messieurs, j'ai l'impression que c'est maintenant que ça se joue. Il faut rentrer dans la danse le plus rapidement possible pour gagner aussi sur ce sujet la compétition vis-à-vis de ports du nord de l'Europe qui ont une longueur d'avance, j'ai l'impression là, non ?
Oui, alors après, effectivement, l'idée c'est que ça puisse bénéficier aussi à nos ports et qu'on ait un maillage hydrogène suffisamment dense au niveau européen. Voilà, donc on voit d'autres ports au niveau mondial qui s'investissent sur ce sujet, d'autres grands ports. Voilà, donc je pense que la France doit prendre le train en marche. D'accord. Et saisir les opportunités. Ouais. Et donc ce projet porté par la FIPAC, c'est une bonne porte d'entrée pour que les acteurs viennent vous rejoindre. Voilà. C'est vous qui les appellent ? Oui, ils peuvent, oui, tout à fait. Bon, donc c'est lui qu'il faut appeler Thomas Gauby, G-A-U-B-Y. Merci beaucoup. Alors, on revient plus au temps présent. Enfin, c'est du temps présent, hein, le projet hydrogène, et c'est vrai que c'est un projet stratégique national que se sont emparés pas mal de régions. L'économie circulaire, c'est du territorial, c'est important. Antoine Gabet, alors vous allez nous raconter une histoire de bon sens finalement, hein, parce que ça marche et il ne faut pas tout transformer pour que ça fonctionne, d'injecter du biométhane dans les moteurs. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc le biométhane, en fait, je voulais faire un peu une introduction sur ce que c'était. Ouais. Donc GRDF exploite des réseaux de gaz naturels qui aujourd'hui sont majoritairement fossiles, mais a entrepris toute une transformation en fait de ce modèle pour injecter de l'énergie verte et décarbonée, qui est le biométhane. Tout à fait. Et notre région, enfin la région des Hauts-de-France, parce que vous nous écoutez d'ailleurs, hein, et même de pays étrangers, veut être leader européen en la matière. Hein. Tout à fait. Donc on a eu des annonces assez biométhane fortes injecté de la région Hauts-de-France, qui en effet veut être la première région à injecter du biométhane dans le réseau au niveau européen. Ouais. Donc si on parle de biométhane, en fait le biométhane c'est utiliser des déchets ou des résidus de l'agriculture pour produire du gaz. Donc on va s'appuyer sur des résidus de l'agriculture, donc ça peut être des restes qui ne sont pas propres à la consommation, ça peut être des déchets de collectivité ou de cantine, ça marche assez bien de récolter tout ce qui est déchets de cantine, ou alors des bouts de stations d'épuration qu'on va mettre en fait dans ce qu'on appelle un digesteur. Voilà. Tiens, regardez cette photo et vous allez dire ah ouais c'est ça. Voilà, c'est les gros champignons qu'on peut voir. On commence à en voir plusieurs endroits de notre territoire. Hein, c'est ça les stations de méthanisation. Exactement. Et donc en fait le principe c'est de laisser la matière en fait s'auto-digérer. Donc on recrée un espèce d'estomac. Donc c'est une réaction complètement naturelle. Il n'y a pas d'ajout. Et de récolter deux choses en fait. On va récolter d'un côté du biogaz, donc du méthane qui est la même molécule chimiquement que du méthane, on va dire traditionnel fossile, et de l'autre côté du digesta. Donc ça va être tout le reste qui n'a pas été digéré, qu'on va pouvoir utiliser pour faire de l'épandage et donc remplacer des engrais chimiques. Donc on est vraiment sur une boucle très vertueuse. On utilise du déchet, on a zéro déchet en sortie et on permet de valoriser des choses qui n'étaient pas forcément valorisées jusqu'à présent. Alors il y a un sujet sur l'acceptation, hein, mais bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais hein, les habitants, il faut faire de la pédagogie autour de ces stations, mais on a effectivement une belle boucle énergétique vertueuse autour de ça. Alors là voilà, on voit les impacts, hein, moins 80% en émissions de CO2, waouh. Oui, alors c'est des cibles. On est vraiment sur quelque chose de très vertueux, très local, qui permet en plus de valoriser le travail des agriculteurs, de leur produire un complément de revenus. Et donc, un des usages que nous, on privilégie chez GRDF, c'est l'usage pour la mobilité. On pense qu'il y a énormément de gains à faire. Le diesel, aujourd'hui, est très polluant. On peut utiliser le gaz pour rouler avec. Et donc, si on utilise du bio-GNV, au final, sur l'ensemble de la vie du véhicule, on va avoir des réductions de l'ordre de 80% d'émissions de CO2. Et donc, du coup, la belle histoire que vous allez nous raconter, en fait, vous l'avez benchmarkée en Lettonie. Tout à fait. Racontez l'histoire, parce qu'elle est belle, et surtout, parce qu'il faut être agile aussi hein, dans les transformations. Comment vous l'avez vite ramené et transformé sur un terrain de jeu d'Arcelor. Et racontez l'histoire.
Oui, bah alors ça a commencé il y a un peu plus de 2 ans, où on a rencontré lors d'un forum une entreprise lettonne qui avait transformé un locotracteur. Donc là, vous voyez l'image à l'écran. Donc c'est en gros des petites locomotives qui servent à faire la manœuvre sur des trucs logistiques, plutôt sur des sujets logistiques ou industriels. Oui. Voilà, exactement. Donc souvent sur des réseaux privés. Et qui vont être utilisés, qui fonctionnent au diesel. Donc c'est des consommations qui sont assez importantes. Et on a découvert cette start-up qui a décidé de transformer un locotracteur diesel en dual fuel. Donc c'est-à-dire dual fuel. Voilà. Expliquez. Alors le dual fuel. On va voir le schéma là. Voilà. Donc on va rentrer un peu dans la technique. Le dual fuel, en fait, il existe des moteurs 100% gaz, donc 100% GNV, bio-GNV, donc qui sont sensiblement les mêmes que les moteurs essence. On ne va peut-être pas rentrer trop dans le détail. Et le moteur dual fuel, en fait, c'est l'idée d'utiliser ce qui existe. Donc on a Je ne change pas de moteur. Je change pas de moteur. J'ai un moteur diesel existant. Donc, un moteur sur du ferroviaire, ça peut durer jusqu'à 20 ans. Donc, il y a des durées de vie qui sont quand même assez longues. Donc, est-ce que tout changer, le moteur, etc., ça peut être des investissements assez forts. Donc là, l'idée, c'était d'utiliser le moteur qui était en place. D'accord. Et en fait, de réduire la consommation de diesel en injectant du gaz. Ah ouais. Et donc ça nous permettait en fait d'avoir des investissements nécessaires pour faire la transformation beaucoup moins élevés que si on transformait du gaz et d'avoir des gains environnementaux directement. C'est un peu de l'hybride. C'est de l'hybride gaz-diesel, c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc voilà, et donc on a découvert cette start-up, on a commencé à discuter avec eux et puis on a présenté le sujet à la région Hauts-de-France qui s'est dit mais pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose dans la région Hauts-de-France. Et donc c'est là où on a proposé on a proposé 2 cas. En fait, on s'est dit, soyons concrets, essayons de trouver des cas pratiques où on puisse utiliser la technologie. On a fait un usage plutôt industriel intensif, donc avec ArcelorMittal, sur son site de Dunkerque. Et puis un autre cas avec VFLI sur la plateforme logistique Delta 3. À Dourges. À Dourges, tout à fait. Donc on avait 2 cas très complémentaires, on va dire. D'un côté, un usage intensif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site d'Arcelor. Et de l'autre côté, un usage un peu plus de 8 heures par jour, 5 jours sur 7, donc plus modéré. On a étudié ces 2 cas, de voir sur 3 aspects. En fait, l'aspect technologique, est-ce qu'on peut intégrer ce qu'on avait vu en Lettonie sur ces cas-là? D'un point de vue environnemental, quels sont les gains qu'on peut espérer en passant sur du dual fuel? Et enfin, l'aspect économique qui nous paraissait assez important. Donc sur l'aspect technique, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de limitation d'un point de vue technique. La seule question, c'était le stockage de gaz. Donc, le gaz va prendre plus de place que le diesel. Donc, c'était trouver des endroits où on pouvait mettre des bouteilles de gaz. On l'a trouvé pour permettre d'avoir au moins une journée d'autonomie. Donc, on a beaucoup travaillé avec Arcelor pour comprendre quelles étaient leurs contraintes, comment on pouvait leur proposer une solution qui corresponde à leur usage au quotidien. Donc on a réussi à avoir du coup une solution, sur le papier, bien sûr, qui permettait de répondre à ces engagements-là. D'accord. Et alors, si on sait appliquer ça sur du ferroviaire, on peut l'appliquer sur d'autres modes de transport. Tout à fait. Vous voyez venir, c'est notre sujet. Tout à fait. Donc, ça, c'est une technologie. Aussi bien en fait sur le dual fuel que sur du 100% gaz, on peut très facilement l'adapter sur tout type de transport qui fonctionne aujourd'hui au diesel. Donc, aujourd'hui, on est en phase industrielle sur tout ce qui est transport lourd. Donc, les poids lourds, les bus ou même les VUL, les véhicules utilitaires légers. Bon, le GNV a atteint un stade de maturité qui lui permet d'être dans une phase vraiment de déploiement massif. On a à peu près 25 000 véhicules qui circulent aujourd'hui au GNV. Donc on est plutôt confiant. Et en fait, on peut appliquer cette technologie sur du fluvial, sur du ferroviaire, d'autres modes. D'accord. Alors je note qu'on a là une énergie 2 fois moins chère, un impact environnemental que vous nous avez démontré. Retour sur investissement?
Alors là, le ferroviaire, c'était un cas qui était particulièrement intéressant, notamment avec ArcelorMittal, Oui. parce qu'ils avaient des fortes consommations, et donc tout le retour sur investissement se base sur la différence de prix qu'il peut y avoir entre le diesel et le gaz, et le biogaz, D'accord. je devrais dire. Et donc en fait, on a une économie, oui, de 50% sur le prix du diesel, du carburant à l'utilisation. J'avais vu retour sur investissement 4-5 ans. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites là actuellement pour transférer ça sur le fluvial ? Alors, on travaille avec un cabinet Ségula qui est basé au Havre, qui en fait voudrait adapter la technologie bio-GNV sur du fuel, sur une solution hybride. Donc, à la fois utiliser un mix diesel et GNV. Alors, non, hybride électrique. Là. Ah, électrique, carrément. Oui, carrément. Oui, d'accord. Que du propre. Le cap d'après, avec en fait un moteur GNV qui permettrait d'alimenter des batteries. D'accord. Le moteur derrière. Donc, ce qui permet d'avoir une meilleure utilisation du moteur, donc de l'utiliser dans ses meilleures performances, et d'avoir une énergie qui serait au global beaucoup plus propre. Et là, ça peut sortir quand alors ? Là, on estime qu'on pourrait le sortir d'ici à 2023. D'accord. Prenons, encore une fois, la filière doit s'organiser territorialement. Prenons le cas des Hauts-de-France. Le gisement existe ? Il est énorme. Et on a ce qu'il faut ? Honnêtement, on a ce qu'il faut. Aujourd'hui, on injecte environ 2,5 TWh. On a en projet, donc ça veut dire juste dans ce qui est inscrit, qui va sortir dans les 3 ou 4 prochaines années, 25 TWh de biogaz. Donc on a des capacités qui sont juste énormes. C'est une filière qui est relativement jeune. Ouais. Le premier méthaniseur qui a injecté, c'était en 2013. On voit les sites en service là sur la carte. Et voilà, alors là je vous ai fait une petite carte focus sur les Hauts-de-France. Donc vous avez en vert là tous les sites qui sont déjà en production, et en jaune tous ceux qui vont arriver dans les 3-4 prochaines années. D'accord. Donc on considère que tous les ans, sur la région Hauts-de-France, on va pouvoir quasiment doubler la capacité d'injection de biogaz. Tous les ans. Donc il y a du potentiel. Il y a largement du potentiel. On est très confiant sur l'atteinte d'un objectif qu'on s'est fixé d'atteindre 100% de gaz vert à horizon 2050. Alors, je suis un opérateur. Ça s'appuiera d'ailleurs sur l'hydrogène en partie. Je suis un opérateur. Ah oui. Je suis un opérateur qui vous écoute. Comment il peut commencer à s'intéresser au projet et à transformer ses moteurs. Il vient vous voir ou il y a encore de la R&D à faire. C'est quoi la suite ? Aujourd'hui, la technologie est mature, donc on la maîtrise. Ce qu'on maîtrise un peu moins, c'est son adaptation dans le monde ferroviaire ou dans le monde fluvial. Donc c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, mais techniquement, on a assez peu de crainte sur la réalisation. Ouais. Donc en effet, on est prêt à... Ce qu'on cherche, c'est vraiment à être le plus concret possible et donc trouver des cas d'usage où on pourrait étudier la solution et la rendre opérante. Ouais. Tiens, regardez, faites-nous un peu rêver là. Donc vous le disiez, la solution hybride électrique GNV. Regardez, vous nous racontez ça là ? Oui, voilà. Alors donc ça, c'est un projet qu'on a avec la société Marfret de transformation en fait d'un. Alors on est parti sur 2 projets, créer un nouveau pousseur directement hybride bio-GNV et puis faire un projet de rétrofit de péniche existante pour la faire passer sur de la technologie hybride GNV. D'accord. Et donc là, vous voyez la photo de la barge qu'on est en train de regarder, de la péniche qu'on est en train de regarder en bas, donc sur lequel on va faire les modifications. Donc on a un objectif de pouvoir sortir ce modèle en 2023. Donc on est en train de travailler là sur les aspects d'homologation et de certification. Donc vous parlez les 2 secteurs, hydrogène, GNV ? Oui, le mix, il y a de la place pour tout le monde. Je veux dire, nous on a fait des estimations en 2050, la part de l'hydrogène au maximum, ça serait 20% du mix énergétique. Donc ce qui est énorme, 20% pour l'hydrogène, mais ça laisse 80% de place du mix énergétique global, pas transport. Voilà, c'est ça, global.
Donc, je veux dire, c'est considérable. Mais ça veut dire qu'il y a 80% pour d'autres énergies. Donc, on est sur de l'injection aussi. On est sur, pour des mobilités de très forte puissance, par exemple, on regarde ça sur le maritime, pour le grand maritime, des moteurs qui seraient dual fuel, encore une fois, hydrogène, GNV. D'accord. C'est tout sauf de la science-fiction, quoi. Ouais. Et vous, quelle part le GNV peut prendre dans le mix énergétique ? Alors là, vous me posez une colle. Ouais, dans cette région, je crois que c'est aussi 20% qui sont donnés. Hein. Oui, disons qu'on a aussi bien au niveau de l'État, on a quand même une part qui est affichée dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est très forte sur le GNV et le biogène. PPE, ouais. Alors une question, on va la découvrir. C'est du gaz sous forme liquide. Le stockage peut-il se faire dans les salles machines ? Alors, en fait, quand on parle de GNV, on parle de deux choses. On parle soit de GNC, donc du gaz naturel comprimé, soit du GNL, du gaz naturel liquéfié. Voilà. Donc, la différence, c'est d'un côté, vous baissez la température du gaz pour le faire tomber à moins 160 degrés, et donc le gaz va passer en phase liquide. Et dans l'autre, vous le comprimez à 200 bars dans des bouteilles. Dans les deux cas, on peut stocker le gaz. Enfin, les contraintes sont quasiment identiques à celles qu'on peut avoir sur du diesel. D'accord. En termes de stockage. Alors, on a des normes qui sont déjà en vigueur sur les bouteilles, sur la sécurité. D'accord. Mais on peut stocker du gaz dans les salles machines. Une autre question après ces deux propositions, elles sont passionnantes. Oui, voilà, d'accord. Je laisse la technique caler. Une autre question. Alors, un étudiant ingénieur de Polytech Lille, concernant l'hydrogène, quels sont les principaux freins au développement de la production d'hydrogène par électrolyse? Est-elle aujourd'hui la solution privilégiée pour la production au milieu portuaire? Alors, la solution privilégiée en milieu portuaire, pour l'instant, oui, effectivement, pour de la production décarbonée, on part plutôt sur de l'électrolyse, même si, comme je le disais, il y a d'autres solutions aujourd'hui qui sont assez largement étudiées, mais c'est vrai que la solution électrolyse nous paraît la plus mature. C'est déjà une solution à une taille industrielle dans certains secteurs de la chimie, encore une fois. Donc voilà, c'est effectivement la première orientation technologique pour de l'hydrogène décarboné. D'accord. Avec l'idée d'avoir des productions, voilà, on franchit le seuil de gigawatts, on en est là. Aujourd'hui, les principaux freins, ça reste effectivement le coût de production en fait, de l'hydrogène en sortie de l'électrolyseur. C'est ça, effectivement, aujourd'hui qui freine pas mal de choses. Effectivement, on est sur un hydrogène qui peut être à 5-6 € en sortie d'électrolyseur, là où dans un milieu industriel, un hydrogène chimique, comme on l'évoquait tout à l'heure, donc l'hydrogène le moins cher, et on est à 1 ou 2 € du kilo. Voilà, donc on voit qu'il y a... Et c'est pour ça qu'on appelle et qu'on veut passer à l'industrialisation, la massification, pour réduire ces coûts-là. Voilà. Massifier. Voilà. Et on est aussi après, donc il y a toutes les problématiques aussi techniques, on parle de stockage tout à l'heure, elles se posent aussi pour l'hydrogène, liquide ou gazeux, voilà. Donc il y a aussi toute cette problématique-là de mise en place. D'accord. Voilà, de ces grands projets. Ok. Merci messieurs. Encore une question peut-être sur technique? Oui, allez-y, on en profite. Priorité à vos questions, mesdames, messieurs. Les différentes alternatives ont-elles les mêmes propriétés techniques, notamment en termes de puissance de propulsion? Alors moi je vais répondre pour la partie hydrogène. Hydrogène, oui. Mais avec des solutions hydrogène, on peut faire de l'assistance électrique à un vélo, comme on peut propulser un train. Donc effectivement, la gamme de puissance couverte est quand même assez large. Demain, on réfléchit à des systèmes de propulsion pour des ferries, du maritime, du grand maritime. Donc on voit que la gamme de propulsion, de solutions techniques pour de la propulsion est quand même très large et très, très étendue. Donc après, les propriétés techniques, il faut voir en fonction de... Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on voit pour la mobilité, en tout cas, l'une des grandes questions dimensionnantes, c'est le stockage de l'hydrogène. Voilà. Et donc là, effectivement, il faut pouvoir adapter sa solution technique en fonction de ces différents cas d'usage. Effectivement, ça c'est aussi toute la problématique. Donc après, c'est un peu au cas par cas, ça aussi quand même, voilà, les différentes propriétés techniques. D'accord. Sur hydrogène, voilà, après, est-ce qu'on est zéro émission ou pas, voilà, donc il y a aussi ça.
Voilà. Et la méta ? Et sur les moteurs GNV, on a aussi un peu toute la gamme de puissance. Alors si on prend la même gamme GNV et diesel, on va avoir une petite perte de puissance sur un moteur GNV, mais qui n'est pas significative dans la majorité des cas. On arrive à faire rouler des 44 tonnes, des trains, on ne voit aucune, aussi bien des TER que sur du transport de fret. D'accord. On est assez confiant sur la pertinence technique. Alors, ça suscite pas mal de questions, hein, vos interventions. Allez, on en prend encore une. Alors, plus juriste que scientifique, si j'ai bien compris, le dispositif du biométhane est utilisable sur certains moteurs diesel anciens sans changement nécessaire. Oui, je crois qu'on a compris ça. Peut-il, dans ce cadre, permettre une transition efficace des navires déjà en circulation vers un transport maritime vert ? Alors, oui. La réponse est oui. Alors sur le premier, en effet, il y a des contraintes. On a un peu les mêmes contraintes que sur l'hydrogène, à savoir la place de stockage. On va avoir besoin de plus de place pour stocker le gaz. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. On peut imaginer transformer tous les bateaux qui ont un moteur diesel qui est relativement récent ou alors qui a encore de belles années devant lui pour le faire passer sur une technologie dual fuel. Par contre, les gains environnementaux seront moins importants que si on passait directement sur du 100% D'accord. Alors, verdir la flotte, la rendre plus durable, soutenable, désirable, c'est un sujet que travaille Voies navigables de France. Il y avait d'ailleurs un événement il y a quelques jours autour de ce sujet. Parce que seul un propriétaire de navire a des difficultés à prendre en main le sujet pour des questions de financement. Il faut des fonds propres et de l'investissement, mais il y a des tas de dispositifs qui existent pour accompagner le financement de ces transformations, vraiment, et aller frapper à la porte de Cécile Rousseau. Donc vous êtes adjointe au service développement de la voie d'eau, et vous allez nous présenter l'importance de la méthode et de l'organique, de l'approche systémique de tout ça. Vous allez nous présenter un schéma directeur sur lequel vous êtes en train de travailler qui cartographie l'avitaillement alternatif, dont les deux exemples que l'on vient de voir. Vous bossez là-dessus avec Norlink. Comment ça se passe ? Alors tout à fait, effectivement, il y a des vrais atouts réels pour le transport fluvial, mais comme dans tous les transports, la transition écologique et énergétique est un défi pour le transport fluvial. Et effectivement, VNF est vraiment partie prenante et acteur pour engager des solutions plus propres et agir sur tous les maillons de l'écosystème fluvial, dont fait partie effectivement l'avitaillement. Il y a effectivement ce qu'on a discuté, la partie technique, bateau, etc., mais effectivement l'avitaillement est un des enjeux aussi dans cet écosystème. Quand on regarde cette région aujourd'hui, il y a des bornes électriques un peu partout, mais c'est pour brancher le rasoir. Aujourd'hui, voilà. Alors, rapidement, peut-être pour faire un petit panorama du fluvial dans la région. Donc, au niveau de la DT Nord-Pas-de-Calais, donc c'est à peu près effectivement 700 km de voies d'eau, 12 millions de tonnes de marchandises transportées. Aujourd'hui, donc effectivement, on est dans une démarche avec Norlink en partenariat et on a une démarche très pragmatique et basée vraiment sur les constats du terrain, à la fois sur les constats sur les infrastructures et à la fois les constats faits sur la batellerie, sur la profession qui est aujourd'hui, dans notre région, très artisanale, qui a une flotte en fait effectivement basée sur des anciennes générations de moteurs avec de fortes émissions de CO2, des groupes électrogènes embarqués, pour alimenter pendant les stationnements, et une profession effectivement artisanale, mais qui n'a pas forcément les capacités derrière d'investir de l'argent pour effectivement verdir leur flotte. D'accord. Là, on voit la carte. Et donc effectivement, aujourd'hui sur les infrastructures, on a aujourd'hui un avitaillement en fuel principalement, et on a sur notre territoire, donc c'est un peu spécifique pour le Nord-Pas-de-Calais, une centaine de bornes électriques. D'accord. Mais qui aujourd'hui sont des bornes pour alimenter en fait, pour remplacer les usages quotidiens, mais en stationnement pour remplacer les groupes électrogènes. Et aujourd'hui, effectivement, ces bornes électriques ne sont pas faites pour alimenter la motorisation. La motorisation, etc. Donc il y a une organisation, un investissement d'ensemble à faire là-dessus. Vous avez préparé aussi une autre carte sur les sites d'avitaillement
fuel gaz. Oui, alors donc effectivement, donc nous aujourd'hui en fait la réflexion avec Norlink elle est vraiment très pragmatique. On a essayé d'identifier en fait de construire des solutions, mais avec une double démarche qui en fait est basée en fait sur les différents flux de navigation, les différents flux. Donc un flux plutôt longue distance avec des bateaux voilà des flux peu captifs et diffus et des flux en fait pendulaires. Voilà, de courte distance. Liaison, d'accord. Donc voilà, donc on a une double démarche. Sur cette première démarche, sur les trafics longue distance, on s'est dit que dans un premier temps, comme effectivement ils sont peu captifs, effectivement le bassin Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui c'est un bassin qui est connecté avec les grands bassins européens et bassin de la Seine, donc on a beaucoup de flux de transit qui s'alimentent malheureusement aussi beaucoup en Belgique, parce que la fiscalité fait que aujourd'hui les carburants sont moins chers là-bas. C'est mieux là-bas, c'est toujours mieux là-bas. Donc on est parti sur une approche voilà, où on s'est dit on va déjà définir les zones d'avitaillement qui existent sur notre territoire. D'accord. Qui sont utilisées. Donc voilà cette carte qu'on a essayé de cartographier. On a essayé d'identifier sur notre infrastructure en VNF et puis également sur nos partenaires gestionnaires de ports et identifier ces zones d'avitaillement. Donc aujourd'hui, on est parti sur déjà la cartographie de l'existant. Et l'idée derrière de cette démarche, c'est d'aller un peu plus loin et de regarder dans ces sites lesquels pourraient être en fait mis aux normes en tout cas et faire l'objet d'investissements pour accueillir d'autres modes de carburant alternatifs. Oui, d'accord. Donc c'est pas généralisé. C'est en fonction des besoins. Et vous avez typé les besoins. Voilà. Donc courte distance, longue distance. Donc là, sur les longues distances, on est plutôt à offrir en fait des zones d'avitaillement. Peut-être avoir une ou deux stations fixes d'avitaillement, mais plutôt d'offrir en fait des sites sécurisés pour tout mode de carburant. Alors évidemment, on est au tout début de la démarche. On est vraiment il faut qu'on mène des études supplémentaires parce qu'effectivement pour les zones d'avitaillement, notamment pour du gaz, pour du GNV, etc. Il y aura sans doute des contraintes de site qu'il faudra qu'on nous imposera. Donc on a des études de mise aux normes à faire. Donc ça, c'est vraiment cette stratégie très longue distance où c'est plutôt offrir une offre de service aux bateaux. D'accord. Et sur les courtes distances, là, on est vraiment dans une autre approche sur les flux pendulaires. Là, on a effectivement essayé de cartographier les flux pendulaires réguliers. Là, on les connaît. On sait que c'est des bateaux qui restent sur notre bassin. Généralement, c'est des petits bateaux. Et pour ces flux-là, en fait, donc on a une autre carte qui montre ces flux. Là, on est dans une autre approche. On s'est dit, on va essayer d'approcher les chargeurs et les bateliers, les mariniers, pour voir comment on peut les amener dans une démarche d'une dynamique de verdissement de leur flotte. Et l'idée, c'est de les accompagner vers plutôt une conversion électrique, parce qu'on s'est dit sur des petites distances, sur ces trajets-là, avec des petits bateaux, ça se profile un peu. Enfin, c'est le type d'énergie qui peut-être est le plus pertinent. Et donc, c'est essayer de les accompagner déjà dans une démarche de diagnostic énergétique, un peu comme ce qui s'est fait à Paris avec la communauté portuaire de Paris, où l'idée, c'est de diagnostiquer les besoins, de faire les profils de navigation et de déterminer différents scénarios de décarbonation. Ils ont bossé sur une trentaine de bateaux. Alors une douzaine, je crois. Une douzaine, ouais. D'accord. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu la même démarche. D'accord. Et puis derrière, forcément, d'aller un peu plus loin en les accompagnant dans les investissements, dans les bornes de recharge et dans les moteurs, les changements de moteurs. Donc ça, on a des outils financiers qu'on a pu entendre la semaine dernière avec un accompagnement du PAMI. Et ceux qui nous écoutent peuvent postuler ? Alors, si effectivement ils rentrent dans ce cadre de flux pendulaire régulier, tout à fait. Nous, on est vraiment preneurs des bonnes
de tous les gens intéressés, et justement pour essayer d'expérimenter. Au contraire, on est, voilà, avec Norlink, on est vraiment plutôt en train d'aller voir les chargeurs, les bateliers, pour avoir justement des gens qui sont prêts à expérimenter avec nous et à ce qu'on les accompagne. Donc s'il y a des gens intéressés effectivement qui nous écoutent, il n'y a aucun souci. Voilà, il y a des financements possibles. Hein, oui, ça, il y a des faut bien financements. l'entendre. Voilà. Hein, alors il y a le PAMI, mais qui est abondé par des dispositifs, voilà. Caisse des dépôts, etc., BPI. Là, sur ce type de flux courte distance, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a une part d'études, forcément, qui serait financée à 70% par le PAMI. D'accord. Et une part travaux qui pourrait être financée à 60% par le PAMI. Après, il y a toute une ingénierie financière, effectivement. Je pense que ce qu'il faut retenir aussi de cette démarche qui se veut vraiment très pragmatique, c'est l'idée, c'est d'essayer de fédérer l'ensemble des acteurs sur notre territoire pour mener une dynamique qui se veut vraiment proche du terrain, concrète, et essayer d'emporter le maximum d'acteurs, le maximum de parties prenantes. D'accord. Et l'idée, effectivement, c'est de fédérer autour de ces solutions, parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, les solutions, elles vont être plurielles, elles sont étalées dans le temps, on voit qu'il y a des solutions matures et d'autres non. Donc il y a toute une recherche et développement et une ingénierie financière à bien sûr, très important. Bon, allez-y. Hein. Quel est le calendrier et le terrain de jeu de la mise en œuvre de ce réseau? Là, pour tout vous dire, cette démarche, on l'a lancée seulement en juin, donc c'est tout récent. Là oui, donc c'est assez récent. Donc l'idée, c'est d'aller assez vite quand même. On sent qu'il y a un vrai besoin sur notre territoire, donc je pense qu'on ne s'est pas forcément fixé aujourd'hui de calendrier, parce que ce schéma, il n'est pas encore rédigé. On a seulement évoqué les grandes actions, les grandes pistes. Mais voilà, sur les flux courte distance, l'idée, c'est d'engager en tout cas la réflexion très rapidement d'ici la fin de l'année avec les quelques flux qu'on a ciblés. Et puis sur les flux longue distance, là c'est un travail d'étude, mais aujourd'hui les zones d'avitaillement existent. L'idée c'est aujourd'hui comment mener une étude pour essayer de voir et comment on peut les adapter aux futures carburations. J'espère que vous avez pensé à ce que les zones d'avitaillement soient multifonctions. Oui, alors c'est vrai que partager les investissements. Voilà, sur cette démarche, effectivement, on a une logique, déjà une logique d'axe. Faut pas oublier qu'on est effectivement avec le canal Seine-Nord-Europe et puis qu'on est un bassin interconnecté. Donc il faut garder cette logique d'axe Seine-Escaut. Et puis effectivement, la réflexion, il faut qu'elle aille aussi sur ces sites d'avitaillement. Je pense qu'il y a les zones portuaires, comme on disait tout à l'heure, c'est une belle zone de jeu où effectivement l'idée c'est aussi d'avoir une réflexion partagée avec les autres modes de transport, que ce soit ferroviaire ou routier, pour avoir aussi des investissements partagés pour assumer aussi les investissements de ces zones de ces stations d'avitaillement qui pourraient être multi-carburants et multi-usages. Alors Lamia Kerdouj, comment vous regardez ces initiatives, donc des initiatives technologiques, un grand plan avec le GNV, un grand plan hydrogène, et puis un territoire qui se dit cartographions l'avitaillement et travaillons à accompagner financièrement les mariniers à transformer leur flotte. Un commentaire et puis après je vous poserai une question sur est-ce qu'on pourra compter sur la dynamique européenne autour de tout ça? Oui, alors absolument. Ce que je viens d'entendre me conforte dans l'idée que la France n'est pas en retard du tout, en fait. Vous êtes, moi qui ai une vision européenne des choses et qui me tient au courant de ce qui se passe dans les autres ports, notamment du Nord, je peux vous confirmer qu'effectivement je dirais l'activité ou la recherche, les projets en ce moment sont très nombreux partout. Et effectivement, on n'est pas. Je reconfirme ce que je disais, à savoir qu'on ne peut pas parier sur une seule alternative, mais qu'on s'oriente bien vers cette énergie mix. D'une part parce que
les projets vont devoir se développer, ils ne sont pas tous matures, en tout cas ils ne sont pas tous au même niveau pour tous les secteurs de l'économie. Alors ils le sont pour certains, effectivement, pour l'industrie lourde, mais ils ne le sont peut-être pas encore tous pour le maritime et pour le secteur en tout cas portuaire. Donc il est clair qu'il est important que tous ces projets aboutissent parce qu'il y a une compétition. Je crois qu'il ne faut pas non plus imaginer que certains pays n'ont pas d'ambition de devenir des leaders en termes de fourniture de ces solutions alternatives. Il y a un plan hydrogène en Allemagne, il y a un plan hydrogène aux Pays-Bas, il y a un plan hydrogène en France et en Italie. Enfin, on est bien sur effectivement une compétition aussi en termes de fourniture d'alternatives. Donc ouais. C'est important aussi de l'avoir en tête quand on fait ces projets-là. Maintenant, je pense qu'effectivement, il est important que l'ensemble des maillons de la chaîne logistique empruntent cette voie de la décarbonation, parce que, et en cela, le mode fluvial a tout à fait intérêt, effectivement, puisqu'il constitue une alternative très importante en tant que mode environnemental, beaucoup plus que d'autres, hein, qui ont un bilan qui est négatif de ce point de vue-là. Donc, je pense que tout ceci concourt à donner une impression d'une véritable ruche en termes d'activité, effectivement, un peu partout, à tous les niveaux. Maintenant, je redis encore, il est important aussi que le rythme et la vitesse de ce qu'on appelle dans le jargon bruxellois the uptake, c'est-à-dire que comment est-ce que les différents utilisateurs de ces énergies renouvelables vont amorcer, disons, l'acquisition ou en tout cas la transformation de leurs outils d'exploitation. Ça, c'est une donnée qui va être très importante aussi. C'est-à-dire que si les fuels alternatifs sont disponibles, mais que au final, les utilisateurs ou les usagers ne les utilisent pas, on aura un décalage et cela n'est pas souhaitable. Donc, on est bien dans une démarche d'un écosystème. Et je suis d'ailleurs très contente de voir qu'enfin, dans les discussions émerge cette notion d'écosystème, que le portuaire n'est pas juste un service au navire, mais c'est aussi un écosystème qui peut devenir extrêmement attractif pour attirer toutes sortes d'industries. Et dans le renouvelable, c'est certainement une dimension qui va se développer. Et c'est pour ça qu'on était très content d'entendre le commissaire Breton parler d'écosystème portuaire et de l'inclure dans l'écosystème numéro 14, donc sur la mobilité et les transports. Donc tout ceci va dans le bon sens, c'est indéniable. Évidemment, les ports investiront, mais pas sur un seul genre d'énergie. Il y aura du mix sur chacun des ports. Il ne faut pas penser que tel port sera full hydrogène, full GNV. C'est le mix qui va prévaloir. Il y a donc on s'oriente vers le mix énergétique. Une question qui apparaît à l'écran. Si je comprends bien, en Nord-Pas-de-Calais, il y a des bornes électriques pour couper le groupe électrogène quand le bateau est à quai, mais il faut créer des bornes de plus forte puissance pour permettre le rechargement d'électricité des futurs bateaux électriques. Donc c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est des bornes aujourd'hui qui sont techniquement... Enfin, l'ampérage ne permet pas aujourd'hui de recharger des batteries. C'est ça. Donc il faudra les faire évoluer à terme. Une autre question, et peut-être avez-vous des questions à poser, profitons-en, à la secrétaire générale de la Fédération européenne des ports, vous trois, là, réfléchissez quelques secondes, je vous donne la parole. En attendant, une question sur quid du bilan CO2 dans le cas de la mobilité maritime électrique, vous avez des données là-dessus? Non? Pas du tout. Non? Mobilité maritime électrique, assez peu. Non. Logiquement, mobilité maritime électrique à l'usage, elle est zéro émission. Enfin,
Non, je comprends. Alors, zéro émission pour le bateau, oui, mais voilà, il y a peut-être des émissions en amont. Ça, effectivement. Analyse de cycle de vie global. Tout à fait. Hein, si c'est produit par les centrales à charbon de Pologne, c'est... Ça, je parlais à l'usage. Bien sûr. Une autre question, le gaz a-t-il une durée de vie ? Ça, c'est intéressant, ouais, on se la pose souvent. Je pense notamment aux porte-conteneurs avec les problématiques d'annulation d'escale, de blank sailing. Est-ce que la migration vers cette énergie n'obligera pas la compagnie maritime à faire l'escale prévue ? La durée de vie, non, en fait, je vais essayer de peut-être reformuler la question, voir si c'était bien ça. Enfin, le gaz, en soi, il a une durée de vie éternelle. C'est une molécule qui ne va pas se diluer dans le temps. Ouais. Je pense que la question pose plutôt sur la partie GNL. Donc, quand vous liquéfiez, vous baissez la température. Et donc vous allez en fait avoir, vu qu'on est à moins 160 degrés, la température extérieure à 15-20 degrés, donc il va y avoir une évaporation en fait de ce gaz qui va se reformer en gaz. Et donc en fait, sur cet aspect-là, en fait, on va devoir à un moment pomper ce gaz pour l'utiliser dans le moteur. Et du coup, donc ça n'a pas l'air d'être un sujet. C'est pas trop un sujet, c'est-à-dire qu'on va devoir gérer en fait la pression dans les réservoirs pour éviter qu'il y ait trop de pression. Mais ça, il y a des systèmes qui permettent de récupérer ce gaz quand il y a trop de pression pour le remettre dans le réseau. Après, bien sûr. La suite. L'un d'entre vous a une question à poser à Madame Kerdouj, qui se lance. Allez-y. Vous, Madame ? Non, mais il y a une question de... Non, allez-y. On viendra à cette question après. Allez-y. Non, enfin moi je voulais confirmer effectivement l'impression, en tout cas sur hydrogène, portuaire et maritime au niveau européen. On a parlé tout à l'heure effectivement des ports du nord de l'Europe. On voit aussi des ports dans le sud. Je pense notamment au port de Valence, des ports comme ça. Est-ce que c'est quand même une tendance générale au niveau européen de voir le port comme un hub hydrogène? Nous, c'est ce qu'on constate, mais c'est l'impression qu'on a, mais est-ce que ça se confirme? Madame Kerdouj, la Commission européenne mise sur l'hydrogène, là, c'est clair. Hein. Mais vraiment sur sur les projets qu'il peut y avoir aussi. Ouais, quels sont les projets qui sont dans le pipe? Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On est en pleine période où on parle de ces IPCI, donc c'est des projets prioritaires. Et effectivement, il y a déjà dans de nombreux ports. Vous parliez de Valence, qui est un très bel exemple effectivement dans le sud, qui a un pôle de recherche d'ailleurs et d'innovation qui est très très important. Mais je pense que la tendance, vous la retrouvez aussi au niveau du port de Gênes, d'autres ports en Méditerranée, Barcelone et d'autres. Et je pense que tout le monde est effectivement en train d'essayer de développer des projets. Alors, le Connecting Europe Facility, qui est le financement qui est disponible, en plus de ce qui est octroyé par l'autre DG sur la recherche et le développement, sont extrêmement mobilisés. On va avoir des appels à projets qui vont être publiés en début d'année. Mais pour ceux qui ont déjà été effectivement réalisés, il y a eu déjà des recherches qui ont été initiées sur les fuels alternatifs. Donc toute cette tendance lourde, on l'a. Après, sur l'hydrogène, je dirais qu'actuellement, c'est le chouchou un petit peu à Bruxelles, puisque on a l'ambition de donner des moyens assez importants sur la recherche pour l'hydrogène et sur les projets. Donc on s'attend à ce qu'effectivement une partie de l'argent pour la recherche et pour l'implémentation et ce que vous disiez tout à l'heure, la réplication. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire un projet par port, mais plutôt de lancer ce qu'on appelle des projets pilotes et ensuite pouvoir les réaliser un peu partout. Ouais. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'électricité, parce qu'on a parlé beaucoup d'hydrogène, mais il y a aussi l'option offshore, ce qu'on appelle les OPS, offshore onshore power electricity. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on voit se développer aussi comme solution, notamment pour les navires de croisière, sauf que, un peu comme pour le fluvial, en l'état actuel des choses, si on devait plugger, donc brancher effectivement les 3
navires de croisière, la question ne se pose pas en ce moment avec le Covid, mais si plus tard on retrouvait une activité de croisière même à 40%, cela supposerait que si on plug à Barcelone 3 navires de croisière, on arrête de l'électricité pour le reste de la ville. Donc on est sur des besoins qui sont quand même assez importants. Et donc, va se poser la question aussi du stockage, que ce soit les batteries, mais il faut réfléchir à tout ça. Et c'est pour ça que je parlais d'écosystème. On est bien dans une planification, on est dans un grand plan qu'il faut vraiment prévoir à l'horizon de 10 ans, on comprend, pour voir comment on va tous s'organiser pour pouvoir proposer une offre multiple. Ouais. Une question du public qui va s'afficher. Le temps de renouvellement des flottes ne joue pas en faveur des modes massifiés. Est-ce qu'il y a une solution? C'est pour vous, Mme Brousseau, ça? Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, pour le Nord-Pas-de-Calais, la flotte, c'est une flotte artisanale, donc effectivement, il n'y a pas de solution unique. Ça va être un peu du cas par cas. Les solutions, je pense, elles vont être plurielles en fonction du bateau. À mon avis, à court terme, effectivement, ça va être compliqué. Peut-être que sur le plus long terme, je pense qu'il y a des solutions technologiquement, qui seront peut-être plus matures et plus mûres pour proposer des choses différentes. Est-ce que vous confirmez que VNF est le guichet unique pour accueillir des demandes de financement de transformation? Oui, je pense avec votre fameux PAMI. Je pense que c'est ce qui a été dit vendredi dernier, où avec votre fameux PAMI, aujourd'hui VNF se positionne en tant que guichet unique pour tout ce qui est financement, et pour faciliter justement ces démarches et puis cette ingénierie financière qui ne doit pas être simple d'extérieur. Parce qu'il y a des tas de guichets, mais là il fallait vous faciliter. Effectivement, aujourd'hui on voit qu'il y a plusieurs du public, du privé. La subvention, et puis il ne faut pas oublier aussi un levier important, c'est bientôt le CPER, donc les contrats de plan État-région qui vont arriver. Qui vont intégrer ça, à partir de 2022. Et c'est vrai que nous, pourquoi on s'est dépêché aussi de travailler sur ce schéma d'avitaillement, c'est aussi parce que il y a les négociations des CPER qui vont arriver. Et c'est vrai que si on peut alimenter ce CPER avec des investissements sur les avitaillements, c'est quelque chose, c'est un levier financier qui n'est pas négligeable. Et avec du FEDER. Voilà, tout à fait. FEDER, des fonds européens qui sont mobilisables là-dessus. Une autre question. Le marché du soudage maritime est concentré dans quelques ports comme Rotterdam, qui concentre aussi un grand nombre de services maritimes. Les ports français peuvent-ils changer la donne sur ce marché du soudage maritime avec des énergies alternatives? Si oui, comment? Voilà. Ça, c'est de la révolution. Sur l'hydrogène, en tout cas, effectivement, on l'a vu qu'encore une fois, ces ports-là, comme Rotterdam, s'investissent dessus, mais rien n'est encore joué. Donc c'est aussi le message qu'on veut faire passer. Effectivement, l'hydrogène, sa massification, ça va être sur la décennie à venir, mais si on veut être au rendez-vous dans 10 ans, il faut démarrer maintenant. Donc c'est vraiment l'idée derrière. Donc oui, effectivement, avant qu'on retrouve les mêmes sources d'énergie toujours dans les mêmes ports, il y a peut-être quelque chose à penser rapidement là et à pouvoir utiliser les leviers qui sont mis aujourd'hui à disposition à travers les plans de relance et autres plans régionaux, etc. C'est le moment là. C'est le moment. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a en effet de plus en plus de contraintes qui vont être mises sur tous les secteurs, que ce soit le fluvial, le maritime, le routier. Alors le routier aujourd'hui concentre beaucoup d'efforts parce que c'est là où il y a le plus haut de CO2 qui est émis. Mais le fluvial et le ferroviaire vont commencer aussi à être très fortement contraints. Et donc si on veut avoir une offre différenciante pour des ports français... Et puis le routier se bouge bien là. Et le routier se bouge très très bien. On va dire les énergies alternatives prennent de plus en plus de place. On s'en réjouit. Le fluvial, ça va être les prochains sur la liste. Donc, si on commence dès maintenant à réfléchir aux énergies alternatives, on propose une solution européenne. C'est pas uniquement français, c'est une solution européenne pour le fluvial. Ouais, bien sûr. Vous êtes d'accord avec cette approche-là, Madame Cardouge ?
Oui, absolument. Je pense que la réponse est une réponse européenne. La question, alors c'est vrai que la France ne doit pas rester en retrait ni en retard, et c'est très important. Je suis ravie d'entendre que tous ces projets sont en train de voir le jour et d'être effectivement lancés. Et sur le soudage, je pense qu'il y a une carte à jouer. Effectivement, Rotterdam a joué sa carte pleinement et a réussi. Et c'est vrai que quand le soudage n'est pas un élément secondaire lors d'une escale pour un navire, donc si par le biais des différentes alternatives qui vont être proposées dans les ports français, on arrive à récupérer des parts de marché aussi pour les escales, pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'effectivement, c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de rendez-vous raté avec l'histoire en ne donnant pas les moyens de faire ce qu'il faut maintenant. C'est maintenant que ça se joue. Alors c'est maintenant que ça se joue. Donc du coup, mode d'emploi là. Votre travail devient stratégique. Non, mais il faut vite, passer à l'acte. Hein, c'est pour ça qu'on essaye d'avancer assez vite. C'est maintenant que ça se joue. Effectivement, c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que vont se décider les grands investissements. Donc, par rapport à la programmation. Bien sûr, oui, la prochaine des FEDER, etc. Donc, effectivement, faut. Et puis, je pense qu'il y a. Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique sur ce verdissement de la flotte. On voit que même si effectivement il y a encore peu de bateaux fluviaux qui ont fait cette conversion, mais on voit qu'il y a une vraie dynamique. Après, il faut quand même convaincre les chargeurs, les bateliers, parce que c'est quand même aujourd'hui des carburants qui restent plus chers que le gasoil. Donc il faut qu'ils y trouvent aussi un intérêt, et puis il faut qu'ils y trouvent aussi sur du long terme. C'est-à-dire que aujourd'hui les solutions elles sont pas encore matures, donc effectivement les investissements qu'ils font, il faut qu'ils soient sûrs d'avoir un retour sur investissement dans les 10 ans. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, parce que ils n'ont pas forcément des contrats de très longue durée avec les transports, les chargeurs, etc. Donc c'est peut-être autre chose à imaginer. Donc il y a un modèle économique à revisiter et à trouver. D'accord. Question suivante. Les transporteurs routiers bénéficient-ils de subventions de la part des gouvernements s'ils investissent dans du gaz, de l'électrique ou de l'hydrogène? Qui répond à ça? Alors, oui. Oui, c'est subventionné, comme vous le serez, vous subventionné. Aussi. Alors, ça peut être différentes choses. Ça peut être soit de l'aide à l'achat, où il y a un bonus qui peut varier de 4 000 à 6 000 euros pour des véhicules légers, et plus forcément sur des poids lourds. Et puis après, c'est plus des dispositifs fiscaux de suramortissement de votre véhicule. Donc, au lieu de l'amortir à 100%, vous l'amortissez à 160%. D'accord. Et donc, ça vous permet en fait de faire des gains sur les impôts, ce que vous payez. Sur son compte d'exploitation, ça joue, bien évidemment. Exactement. Il y a encore des questions ? Oui, allez-y. Est-ce qu'en matière de règlement sécurité, le réseau national SNCF peut accueillir ces nouvelles solutions de motorisation hydrogène ? En tout cas, la SNCF y travaille ardemment. L'objectif pour la SNCF, alors il y a des trains aujourd'hui à hydrogène qui roulent en Allemagne. L'objectif de la SNCF, d'Alstom, des régions, de l'État, c'est d'avoir une quinzaine de rames hydrogène qui roulent en France d'ici 2022-2023 pour préparer une conversion plus large. Donc en termes de réglementation sécurité, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tout existe, mais c'est l'un des points qui est travaillé, effectivement, cet aspect réglementaire pour être sûr que tout soit bien aux normes et qu'on puisse utiliser l'hydrogène dans les meilleures conditions de sécurité. Donc voilà, c'est pareil, ça fait partie de l'évolution de l'écosystème global. Ok. Question suivante. Peut-on faire un parallèle entre le transport routier et les modes plus massifs tels que le maritime ou le ferroviaire en termes de retour d'expérience ? Qui la prend celle-là ? Alors sur hydrogène en termes de retour d'expérience, ça va être un peu compliqué, mais ce qu'on peut voir effectivement, c'est que des parallèles existent sur certaines briques technologiques. Ça c'est assez net, c'est-à-dire que par exemple la pile à combustible de forte puissance, de 500 kW, 1 MW, voire 2 MW, va pouvoir servir à différents usages. Donc va pouvoir servir à du fluvial, va pouvoir servir à du maritime ou du ferroviaire. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment cette transversalité
rivalité entre les briques techno quand même, hein, et ça c'est quand même un point à souligner. Voilà, donc sur le côté retour d'expérience, voilà, on a une maturation qui arrive, mais voilà, côté briques techno plutôt. Ouais, sur le fluvial ferroviaire, enfin pour le GNV, c'est pareil. Les moteurs qui sont utilisés dans les trains ou les péniches, c'est les mêmes que ceux qui sont utilisés sur des gros camions. Donc, enfin, c'est juste une question après de place et d'équilibre. Oui, et le fluvial, dans le cas, j'imagine que c'est pareil, pourra bénéficier effectivement des développements qui sont faits pour d'autres secteurs d'activité, comme le routier, le ferroviaire. Bien sûr. OK. Question suivante, s'il y en a encore. Quelles sont les synergies possibles pour les usages routiers, ferroviaires, fluviaux, portuaires? Je posais des questions sur l'avitaillement tout à l'heure. L'avitailement, oui, je pense. Ouais, c'est une des synergies. Mais c'est bien sous contrôle, ça. Enfin, je pense qu'en fait, justement, enfin, on a fait une réunion de travail la semaine dernière, voilà, avec Norlink, les partenaires de Norlink. Donc effectivement, l'idée c'est de lier les parties prenantes entre elles. Enfin voilà, on n'est pas tout seul. Hein, VNF, on a initié cette démarche avec Norlink, mais l'idée c'est justement de fédérer l'ensemble. Et il y avait GRDF à cette réunion, et il y a les ports, et il y avait SNCF aussi. Donc l'idée c'est de travailler ensemble. Ouais. Ok. Il peut y avoir des synergies. Moi, j'irais encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer la production locale. Sur le projet qu'on a notamment là sur Paris avec Marfret, l'idée c'est de récupérer les déchets qu'on a qui sont générés dans Paris, les déchets ménagers, pour les ramener à Gennevilliers, où on a un méthaniseur qui va produire du biométhane qui sera utilisé dans les barges qui feront les allers-retours entre les deux. Donc on peut imaginer, en plus de la question d'avitaillement, c'est-à-dire que ce biométhane peut être utilisé aussi bien pour du chauffage, pour l'industrie, peut être utilisé pour les camions qui vont faire les rotations sur les ports, même les chariots qui font la maintenance. On peut aller très très loin en termes de synergie. Merci beaucoup. Nous allons donner le mot de la fin à Lamia Kerdouj. Vous soulignez l'intérêt de ces initiatives territoriales pour essayer d'avancer vite, mais redisons que c'est maintenant ou jamais que ça se joue, cette transformation verte de vos filières de logistique. Le mot de la fin pour vous, madame ? Oui, merci. Alors, je vous remercie parce que c'était effectivement une discussion extrêmement intéressante. J'ai beaucoup appris, moi, sur les dimensions techniques par rapport à vos deux intervenants pour GRDF et sur l'hydrogène. Je voulais quand même dire un petit mot sur la fiscalité, parce qu'on a parlé effectivement des subventions, des aides, etc., pour opérer cette bascule, parce qu'il va falloir aussi inciter les uns et les autres à bouger, parce que on parlait de retour sur investissement, mais c'est vrai que quand on a une flotte qui est assez jeune et qui n'est pas une flotte verte, que ce soit pour le maritime ou d'autres modes de transport, la question du retour sur investissement et de l'amortissement est extrêmement importante. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et nous avons répondu à la consultation qui a été lancée par la Commission européenne concernant la révision de la directive sur la taxation énergétique, qui est un instrument extrêmement important, puisque les États membres ont été autorisés jusqu'ici à pouvoir donner donc des taux de taxe, à taxer de manière réduite certains fuels. Enfin, certains modes de transport utilisant certains fuels, et qu'effectivement, on entend aujourd'hui à Bruxelles dire que dorénavant, cette taxation réduite ou cette exemption ou exonération de taxes serait complètement interdite pour des fuels qui ne seraient pas zéro carbone, c'est-à-dire à l'image un peu de l'hydrogène lorsqu'il atteindra effectivement aussi cette dimension-là. Alors, c'est pour ça qu'on parle beaucoup uniquement que de l'électrique, c'est-à-dire seul l'électrique pourra obtenir cette taxation, cette exemption ou exonération de la taxation. Nous disons attention, parce qu'en fait, nous allons avoir une période transitoire, c'est-à-dire que on ne pourra pas passer de manière globale et massive, ne serait-ce que par rapport à la disponibilité des alternatives, du jour au lendemain. Donc il ne faut pas non plus, en termes de taxation, être radical et interdire toute forme de soutien aux opérateurs. Il faudra le faire de manière dégressive, c'est-à-dire qu'on dit qu'effectivement la taxation ne pourra pas rester une exonération ou une réduction trop importante. Néanmoins,
il faut réfléchir et il faut faire attention à ne pas plomber les comptes d'exploitation. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi aider cette transition. Bien sûr. Et nous avons besoin du soutien de tout le monde, y compris de ceux qui vont produire les énergies alternatives, parce qu'on a ces discussions avec Hydrogen Europe, par exemple, mais aussi avec tous les producteurs d'énergie alternative. Il faut que tout le monde soit raisonnable en demandant à ce qu'il y ait aussi un soutien pour pouvoir faire cette transition. Il est important. Merci beaucoup. La transition n'est plus une option. On vous a apporté des solutions, alors des exemples de solutions technologiques qui existent, et puis surtout une solution d'organisation sur le territoire sur lequel VNF travaille avec Norlink. Et je crois qu'une des conclusions, c'est vraiment aller frapper aux bonnes portes pour avancer et avancer tous ensemble, parce qu'il y a une chaîne de valeur là évidente à construire et il ne faut pas rater la marche. Merci de votre attention. On va se retrouver à 14h pour le 3e et dernier rendez-vous de cette journée. Et là, c'est numérique, intelligence artificielle à tous les étages. Et là encore, ça n'est pas une option, ça n'est plus une option. Bon appétit et on se retrouve à 14h.